messieurs, chers abonnés de ma page Facebook Rémi Ngon officiel, bonjour. À tous ceux qui me regardent également sur ma chaîne YouTube J. Rémi Ngon officiel, la chaîne de l'engagement, je vous salue et très honoré que vous soyez une fois de plus là pour le rendez-vous. À tous les bataillons des fourmis maniants dans le monde, recevez mes salutations tout en disant aussi merci à ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et même toutes les diasporas du monde qui ont eu à m'envoyer pas mal de motions de soutien et m'encourager à continuer ce travail d'information pour le peuple africain en général et parfois pour le peuple camerounais en particulier parce que je m'y attarde beaucoup. J'ai été bien ordonné, commençant toujours par soi. Je m'extends beaucoup et je m'étends beaucoup sur des problèmes de l'Afrique. Mesdames et messieurs, je voudrais, comme d'habitude, saluer tous ceux qui sont obligatoirement confinés parce qu'ils sont en prison. Ceux qui ont été déconfinés ont compris la difficulté d'être enfermés, même chez soi, avec des beaux lits, un beau matelas, avec des écrans télé, en famille, avec la nourriture, et même pouvant se permettre quelques sorties. Ils ont compris que quand on est privé de liberté, contrairement à ce qu'on dit que les prisonniers vivent très très bien, eh bien, la liberté est la chose la plus précieuse. Raison pour laquelle je crois que beaucoup d'entre vous, à travers la grande pandémie qu'on appelle le Covid, avec son corollaire qui est le confinement, ont compris pourquoi est-ce que ma tradition a toujours été de saluer les prisonniers, quel que soit ce qu'ils ont fait. Chacun a droit au rattrapage. Chacun, après avoir été puni, a aussi besoin de liberté, a aussi besoin qu'on puisse lui apporter de l'amour. C'est pour cela que cet amour, je l'adresse toujours à des prisonniers qui, je le répète, sont des êtres humains et peuvent parfois se métamorphoser pour devenir de très très grandes personnalités, qui n'a pas péché. Et quand on parle de péché, bien sûr, je serais peut-être en train de dire que dans notre pays, le Cameroun, aujourd'hui, c'est tout un chacun qui est en train de guetter le seul Dieu qui règne sur terre et qui peut créer des misères à tous les peuples et qui, quand il apparaît, est comme le Père Noël, disparaît au ciel. Mais aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que lui aussi il a apparu comme Jésus, disparu le mai, le voilà réapparu aujourd'hui à peu près à midi et il est parti dans son monde, le monde qui est sien, l'homme du peuple. Je salue donc et j'annonce officiellement que le combattant Blaise Essama est bel et bien libre depuis ce matin, même s'il est difficile actuellement de le joindre parce que privé de ses outils de communication. Beaucoup d'entre vous, lorsque je faisais mon live hier pour annoncer celui de ce vendredi, me posaient bien la question pourquoi est-ce que je ne parlais pas du cas de Blaise Essama. Moi, je ne suis pas dans le colportage. Je suis un journaliste. Il me faut recouper les informations pour que je puisse venir vous servir quelque chose de fiable. J'avais 1500 versions qui étaient différentes les unes des autres. Ou tantôt, on me disait que le résistant Blaise Essama avait été arrêté chez lui. D'autres me disaient que c'était
en train de faire un meeting dans un marché. Et d'autres m'ont aussi raconté des histoires un peu rocambolesques auxquelles j'avais des difficultés à pouvoir établir la vérité, d'autant plus que je ne pouvais pas joindre le concerné lui-même, ni les autorités camerounaises, qui d'ailleurs ne donnent jamais les informations aux journalistes. Il était donc porté disparu et au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par un coup de fil où on me disait que ça y est, c'est très très grave. Blaise Essama a été empoisonné. Et j'ai cherché à savoir comment est-ce que celui-là avait aussi eu cette information, sauf que elle s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Mais après vérification, il s'agirait d'une nourriture que Blaise Essama, l'oreille sénégalais, avait consommée quand il était arrêté, quand il était en cellule, et qu'on lui a servi là-bas à la Sémile. Au milieu de la nuit, il aurait eu quelques coliques. Et bien sûr aussi, il s'est plaint du fait que, gardé à vue, il n'avait pas eu droit à ces médicaments parce qu'il souffre de diabète. Et pourquoi donc et comment a-t-il été arrêté? Selon les premières informations que j'ai pu recouper, Blaise Essama était en train de faire une campagne de sensibilisation concernant le Covid-19 dans des marchés et il était en train aussi de distribuer le gel hydroalcoolique que vous connaissez très très bien et accompagné de ceux qui lui sont souvent fidèles, ils ont constaté qu'ils étaient presque espionnés, surveillés, marqués à la culotte. C'est donc sur ce qu'ils ont décidé d'aller eux-mêmes se présenter au commissariat pour savoir s'il y avait quelque chose que les forces de sécurité étaient en train de préparer contre eux, ou alors s'ils avaient été convoqués et qu'ils n'avaient pas honoré cette convocation. Mais selon les informations venant des proches d'Essama, surtout d'Essama lui-même, au commissariat, il n'y avait aucune plainte contre lui. Bien au contraire, il a été gentiment accueilli et il en est ressorti avec ses amis, le commissariat n'étant pas informé que Essama était poursuivi. Cependant, lorsque il s'est rendu compte que, poursuivant son travail, lui-même il était poursuivi par des antigants, c'est de là qu'une situation aurait dégénéré parce qu'il aurait pris son téléphone pour filmer ces derniers. Et ces derniers n'ont pas du tout apprécié. Et un se serait donc lancé à sa poursuite. Et c'est là où il y a beaucoup de confusion parce que la première version dit que Essama a demandé au sien de s'en aller, que lui ne devait pas prendre fuite. Mais la deuxième version qui m'est revenue depuis que lui-même il est sorti, c'est que lui-même aussi il avait pris fuite jusqu'à ce que les policiers, les antigants, puissent se mettre à sa poursuite et appeler les renforts. Une douzaine de voitures seraient donc venues en renfort. Et c'est de là qu'il a été arrêté pour être conduit à la cellule. À la cellule, au commissariat, pendant la nuit, il a été vu par 4 commissaires qui l'auraient interrogé. Et selon ses dires, après avoir analysé, fouillé ses portables, on n'a pas trouvé grand-chose, sauf que à une certaine période, on ne les lui a pas remis. Selon Essama, les autorités camerounaises, les forces de sécurité, ont confisqué ses 3 portables, sa tablette et une somme de 30 000 francs qu'il avait, de même que sa mère qui est venue avait été rabrouée par les forces de sécurité, pas violentée mais rabrouée. Ça c'est donc une version que j'ai eue pour venir vous relater après avoir essayé
de recouper, tout en vous rappelant quand même que j'étais resté en contact, surveiller ce qui se passait au niveau du portable de Blaise Essama, et j'avais constaté qu'il était connecté jusqu'à 23 heures. Était-ce lui? Était-ce les forces de sécurité? Je n'en sais rien. Une chose est sûre, c'est qu'il est actuellement libre. Et selon ses déclarations, il a été convoqué lundi au niveau du commissariat pour aller répondre encore d'une autre convocation, bien que rien n'ait été retenu contre lui. Au départ, il était soupçonné de rébellion, d'organisation de manifestations sans autorisation. Mais là, il n'y a pas un seul motif pour lequel Blaise Essama devrait se retrouver au commissariat. Mais à y voir de trop près, on constate quand même que ce lundi où il est convoqué tombe curieusement avec le 25 mai, date qui a été donnée, lancée par d'autres résistants comme étant la journée décrétée comme celle des villes mortes. Est-ce donc une façon d'empêcher Blaise Essama de prendre part à cette opération qui, faut-il le dire, est d'abord pacifique, qui, faut-il le dire, ne demande pas aux gens de se mettre dans la rue, mais demande plutôt aux gens de rester dans leur maison. Blaise Essama est-il devenu finalement toujours le prétexte que lorsqu'il y a des manifestations au Cameroun, qu'il soit toujours soit au commissariat, soit au niveau d'une maison, soit qu'il soit gardé quelque part. Blaise Essama est-il devenu le poison du régime Biya? Souvenez-vous quand même que Blaise Essama n'avait pas pris part à la manifestation qui avait eu à Douala lorsque le président Moïse Kamto, accompagné de tout son directoire, avait eu à défiler. D'ailleurs, ça m'a donné des poussées d'urticaire parce que j'avais demandé des explications à Blaise Essama qui m'avait fait comprendre qu'il avait été intercepté, arrêté. Les manifestants également avaient essayé de le joindre. Lui, qui devait être à la tête de ces manifestations, qui d'ailleurs était chargé de la sensibilisation, d'autant plus qu'il a une proximité sociologique avec les Ben Skinner. Blaise Essama m'avait fourni certaines explications. Je n'aimerais pas y revenir, mais cependant, parce que je me dois de lever toujours des pans de voile, parce que je me dois de rétablir la vérité, et parce que je me dois d'être celui-là qui, même s'il commet une erreur, doit expliquer au peuple. Et même si son frère commet une erreur, doit expliquer au peuple. Même si c'est sa famille, il doit expliquer au peuple. Je me suis donc dit, il faudrait aussi comprendre, parce que beaucoup de gens, et surtout des jeunes générations, la jeune génération d'aujourd'hui, ne connaît pas qui est Blaise Essama, ses relations tumultueuses, voire incestueuses, avec le régime en place, qui ne date pas d'aujourd'hui. Il faudrait dire que Blaise Essama nous a souvent été présenté au départ comme étant un fou par le régime Biya, puisque en décembre 2004, Blaise Essama va commencer ça, va subir une arrestation parce qu'il était parti manifester devant l'hôpital La Kentini à Douala. En fait, il s'agissait du corps médical qui protestait par rapport à ce qu'on peut dire, la façon de travailler, les revendications. Mais quand Essama est arrivé, il a pris les banderoles, il s'est enroulé au corps avec toutes sortes d'écritures qui y étaient. Et c'est ce jour-là qu'on arrête
Blaise Esama, on l'interne. Où? À la Quintini. Et dans quel pavillon? Le pavillon de la psychiatrie. Où on va dire que c'est un fou. Blaise Esama va y rester 4 mois. En 2006, toujours Blaise Esama, toujours à la Quintini, toujours une manifestation. Il est encore arrêté et cette fois-ci, on dit il est dangereusement fou. Et ce Blaise Esama sera bel et bien encore interné au pavillon psychiatrique où il va passer 5 mois. On va lui faire des injections de Valium. Le Valium pour le fatiguer parce qu'on disait qu'il avait beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs là, même son propre chien sera aussi traité d'un chien fou, puisque son chien lui-même va subir des injections qui vont faire qu'il meure. En 2007, et ça va être chez lui, et le ministre de la Santé doit se rendre à Douala, à l'hôpital La Quintini. La police se présente chez Esama, qu'il faut-il le dire, était dans la maison familiale, et on vient l'assigner à résidence. On vient l'arrêter et on lui dit interdiction de sortir pendant 5 mois. Et on appelle ça arrestation préventive. Parce que le ministre de la Santé va venir à Douala et on prend donc à peu près comme le vaccin. Donc, c'est un vaccin anti-Esama. On met donc Esama dans le coffre, on le met au froid, on lui dit pendant 5 mois, il ne sort pas parce qu'il risquerait d'aller perturber la visite du membre du gouvernement, du ministre de la Santé. Ce côté peut être vu parfois par certains comme si André Blaise Esama était un déséquilibré mental, comme s'il était un déconnecté social, comme s'il était un psychopathe. Loin s'en faut. André Blaise Esama est de cette génération et de ces enfants qu'on peut d'ailleurs appeler des surdoués. Il est né le 28 avril 1976 dans le département du Mungo. Son père est un Bamileke, d'enfant Dieudonné, et sa mère est une Ekambeti. Elle s'appelle Afana Marguerite. Voilà donc comment naît Esama. Parce que d'aucuns vont se demander comment est-ce que Esama se retrouve à Douala, comment est-ce que quelqu'un se retrouve toujours à Douala avec le nom Esama. C'est donc la fusion de ces deux tribus que vous pouvez voir en cet homme qui peut être caractériel, mais qui aussi peut être intellectuel. André Blaise Esama, d'ailleurs, aura son baccalauréat en 1993. On l'appelait d'ailleurs au lycée de Koumassi le petit Jésus. Par la suite, en 1994, André Blaise Esama va entrer dans l'Institut supérieur d'informatique. Il va sortir major de sa promotion. Donc, il faut savoir que de formation, André Blaise Esama est un programmateur informaticien. Et il va se retrouver parce que son père n'était pas celui qui mendiait. Son père n'était pas de la basse classe. Bien au contraire, son père, c'est l'ancien directeur général de la Société Générale des Banques du Cameroun, dont la SGBC. Il va donc faire qu'Esama arrive en France pour des études. Mais Esama va se lancer soit pour chercher son pain quotidien, pour essayer d'être autonome, à faire de la plonge, à faire en même temps le clown. Il joue, il s'amuse, et c'est pour cela d'ailleurs que vous allez voir
il a toujours ce côté humoristique et harangueur de foule, parce qu'il a été habitué au spectacle. Mais malheureusement, son visa va arriver à expiration, donc son titre de séjour, ou bien sa validité officielle, légale, en France, arrive à péremption. Et donc voilà qu'il se fait arrêter. Première résistance. Il va donc résister en France pendant 1 an, ne voulant même pas rentrer au pays. Finalement, au bout des efforts, André Sama se retrouve donc au pays. Quand il arrive au Cameroun, André Blaise Sama n'est pas un opposant. André Blaise Sama n'est pas un combattant. André Blaise Sama veut aussi s'insérer dans la société. Il veut travailler. Il ne veut pas seulement se balader comme vous pouvez croire qu'il est seulement dans les marchés. Non. André Blaise Sama, bien au contraire, il a eu des atomes crochus avec le régime Biya, puisqu'il va se retrouver invité à Mbomaka, où il va avoir un tête-à-tête avec la première dame Chantal Biya, qui fait venir André Blaise Sama, qui a tout fait pour la contacter et lui proposer un projet d'informatiser la fondation Chantal Biya. C'est comme ça donc que André Blaise Sama va se retrouver à Mbomaka devant Chantal Biya. Chantal Biya est séduite par le projet d'André Blaise Sama et lui donne le passe. Sauf que en Mbomaka, dans un milieu boulou ou Ekambeti, d'autant plus qu'il s'appelle Esama, on lui parle donc soit en boulou, soit en Eondo, mais Esama ne sait dire aucun mot. C'est là où on se dit, celui-là, usurpation d'identité. Ce n'est pas un Ekambeti. On arrête donc Esama. On part avec lui, boum, prison centrale de Yaoundé-Kondengui, où il va rester pendant 6 mois. Et là, d'ailleurs, il a failli mourir, dans la mesure où André Blaise Sama se fera violer par des prisonniers qui étaient des condamnés à mort. André Blaise Sama avait été drogué à travers une nourriture qu'il avait achetée chez eux. Et comme on vous dit, la prison, il faut avoir des couilles pour s'en sortir. La prison, surtout celle des dictatures, des sauvageries, comme du Cameroun, il faut avoir de la chance. Et surtout, éviter de manger ce qu'on peut vous servir. Parce qu'il y a toujours quelque chose derrière. C'est à l'issue de cela que André Blaise Sama sera donc libéré grâce à l'intervention de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique est présente à la prison centrale de Yaoundé. C'est-à-dire d'ailleurs que c'est cette Église qui parfois distribue ce qu'on appelle les caritas. Donc quelqu'un qui est en prison peut vous dire que les missionnaires vont beaucoup. Ils rendent visite à des prisonniers qui parfois sont abandonnés par leur famille. Parce qu'il faut savoir qu'à la prison centrale de Yaoundé, ou même à Douala, il y a des gens qui viennent de Garoua, qui ne peuvent même pas, ou qui sont analphabètes, qui sont oubliés en prison, qui n'ont même pas été jugés depuis 10 ans, qui n'ont pas d'avocat, qui ne savent pas s'exprimer en français, qui n'ont pas de revenus. Donc les seuls qui peuvent les aider, souvent c'est des missionnaires. Donc c'est comme ça donc que Esama va soumettre son problème à des missionnaires et puis Esama est libéré. Esama est libéré et on croit que c'est terminé. Non. En 2007, André Blaise Esama se retrouve avec le premier ministre Inoni Ephraim. Il lui propose de travailler sur le fichier électoral, ce qui semble séduire le Premier ministre, Inoni Ephraim, qui d'ailleurs va lui donner rendez-vous. Je ne peux pas vous donner la suite de cette histoire dans la mesure où je ne sais pas jusqu'où cela est allé. Mais il semble que
ça avait foiré. Mais en 2008, c'est là où, à notre tour, une grande tournure de l'histoire du Cameroun va se jouer. Parce que Paul Biya va décider de déverrouiller la Constitution. La Constitution du Cameroun disait que, eh bien, les mandats sont limités. Et Paul Biya venait de faire ses 2 septennats. Et qu'est-ce que Paul Biya fait? Il se dit, je vais changer la Constitution. Et c'est là où quelqu'un se lève. Mbouama-Sok, dont d'ailleurs je vais vous présenter, je vais vous parler prochainement, va donc dire non, avec l'opposition, pour organiser les manifestations. C'est ces manifestations d'ailleurs qui vont aboutir à ce qu'on va appeler les émeutes de la faim. Donc 2008, c'est Mbouama-Sok qui maîtrise Douala. En 2008, nous sommes au début de l'année. La CAN se joue au Ghana. La CAN doit commencer le 20 janvier et se termine le 10 février. Et Blaise Esama se retrouve dans la délégation officielle du Cameroun comme journaliste ou informateur. Il va donc avec les Lions au Ghana. Donc, c'est le gouvernement qui le prend. Et vous vous souvenez que cette CAN-là, les Lions vont arriver en finale. Et quand ils sont reçus par le Premier ministre, Blaise Esama fait également partie de cette délégation. Il est reçu par le Premier ministre, et puis il y aura une histoire où on va parler de 7 millions de francs qui lui auraient été remis, qui lui avaient été remis. Il va le reconnaître, puisqu'il va dire que ces 7 millions, c'était Samuel Eto'o, c'était les joueurs, les Lions indomptables, les joueurs qui avaient décidé de lui donner ça pour s'acheter le matériel informatique qui, par la suite d'ailleurs, a connu des déboires. Nous sommes donc là, après la CAN. Et à peine ils étaient arrivés, il y avait eu déjà ce qu'on appelait les prémices d'une ville en ébullition à Douala. Donc, normalement, les villes mortes sont lancées. Normalement, et il y a ce qu'on appelle la confrontation entre les forces de l'ordre et les jeunes et les étudiants. Bref, 2008 est une année, l'année qui a le plus déstabilisé le régime Biya. Et d'ailleurs, vous vous rappelez de sa fameuse phrase, « Me voici donc à Douala ». Ce qui est curieux, c'est que le 25 février, pendant que les villes mortes battent leur plein, mais Esama n'était pas là. Esama n'était pas là. Lui, il avait plutôt une audience à la présidence de la République. On ne sait pas qui avait invité Esama à la présidence de la République. Mais selon ce qui est dit et ce qui est vérifié, c'est qu'il y était. Mais de retour, il sera arrêté à Yaoundé au niveau des meubles de la mort. À Yaoundé, pas à Douala. Et donc voilà qu'il repart où? En prison. Et ça va rester en prison jusqu'au 20 mars 2008. Il ressort. Et on croit que c'est terminé avec le régime Biya. Mais le 20 mai de la même année,
le 20 mai de la même année, et ça m'a s'est retrouvé invité au palais au grand buffet donné par Chantal et Paul Biya. Mais entre-temps, faudrait-il le souligner, quand récemment, après avoir eu à sortir aussi, voilà, de cette prison, il va décider, c'est-à-dire que quelques temps après, il va décider encore de rencontrer la première dame. Comme toujours, on l'arrête, on va le garder au CNR, c'est-à-dire que la direction des recherches extérieures, ce qui est devenu aujourd'hui la DGRE, pendant 8 mois. Toujours récemment. Donc, on va quand même se rendre compte que toujours récemment et toujours le régime Biya, où les relations sont confuses, où on ne parvient pas à beaucoup comprendre. Veut-on le museler? A-t-on compris qu'il était très important? A-t-on véritablement peur de lui? Toujours est-il que aujourd'hui, on se rend quand même compte que, et ça m'avait manqué, les manifestations de 2008, toujours est-il que, et ça m'avait manqué, les manifestations ou alors la marche avec Maurice Kamto de janvier 2019, toujours est-il que, et ça me risque encore manquer, ces grands événements qui sont en train de se dessiner au Cameroun. Mais cependant, ce qu'il faut reconnaître en 7 ans, c'est ce courage. C'est cette lutte qu'il a fait sienne pour le panafricanisme et contre la colonisation. Les derniers faits que beaucoup d'entre vous avaient pu remarquer, c'était sa guerre contre les statuts coloniales qui continuent à meubler nos rues, nos capitales, et particulièrement Douala, où on voit quand même trôner un impérialisme colon, méchant, le maréchal Leclerc, de son vrai nom, Autocloc, au quartier administratif. Vous vous souvenez que en 2015, justement, Essama s'était attaqué à ce monument. Mais avant cela, il faudrait vous dire que Essama aussi s'est attaqué à des symboles de Paul Biya. Parce que le 13 février 2013, lorsque Paul Biya fête son anniversaire, Essama va choisir les photos de Paul Biya, les effigies, pour tabasser ces effigies-là dans tous les carrefours de Douala. Il faut quand même savoir que Essama avait déjà aussi porté un cercueil où il mettait à la crête, après Bongo, qu'est-ce que Biya attend? Il se baladait avec ce cercueil. Mais on l'appelait, on le considérait comme un dépravé, comme un lunatique. Il n'était pas allé en prison, cette fois-là. Mais vous vous rendez compte qu'il s'attaque à un monument colonial des gens qui ont fait du mal à l'Afrique, comme des pères,
dont d'ailleurs le lycée à Yaoundé porte le nom, le maréchal Leclerc. Donc à Douala, et ça va s'attaquer à la statue de Leclerc. On le condamne à 3 mois de prison ferme. Il va à la prison de Nibel. Même chose en 2016. Et ça m'a encore arrêté pour avoir décapité la tête de la statue. Ce n'est pas un être humain qui l'a tué. C'est la statue d'un colon. Il a arrêté. Boum! Encore nouvelle. 6 mois de prison. Et dernièrement, vous avez vu, en avril 2019, le même Essama est encore arrêté, jugé à Douala par la justice camerounaise et encore condamné à 6 mois de prison, plus une amende de 4 millions 385 000 francs CFA à payer. Et on lui dit même que s'il ne paye pas, on va ajouter 12 mois de prison. Et dans la décision de justice, ils ont le courage, le culot, d'écrire qu'il a décapité la statuette d'un colon. Chers Africains, faut-il voir jusqu'où nos dirigeants sont nos pires ennemis? Au Cameroun, ne pouvait-on pas mettre les statuts de Oumyobé qui a lutté pour notre indépendance, d'Ernest Ouandié, de Félix Moumié? Ne pouvait-on pas mettre des statues et des statuts des grands hommes d'État comme Mandela, Cheikh Anta Diop? Ne les connaît-on pas? Mais on prend les statuts des gens qui nous ont colonisés. On les idolâtre, on les défend et on condamne les panafricanistes. C'est à ce niveau que, et Sam et moi, nous avons été sur la même longueur d'onde. Parce qu'on ne peut pas voir, ici sur les rues de France, la statuette des gens comme Hitler. Les gens qui ont exterminé le peuple camerounais. Les gens qui nous ont soumis, qui nous ont pillés, qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, qui nous ont dénaturés. Et qui sont venus installer une momie qu'on appelle Paul Biya, qui lui-même a dit: je suis le meilleur élève de la France. Un président d'un pays indépendant